Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition de mon Libre Journal. Alors en direct cette fois-ci, ça faisait un petit moment, par une journée bien ensoleillée. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir quelqu'un que je ne connaissais pas et j'ai une dette envers un vieil ami, Franck, qui se reconnaîtra, de m'avoir signalé l'existence de mon invité que je vais vous présenter tout de suite et de son œuvre qu'il a publié ces dernières années. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Nicolas Lebeau. Nicolas, bonjour. Bonjour Pascal, Voilà. Merci de m'inviter, merci de me donner la parole. Écoutez, c'est un vrai plaisir, c'était une vraie découverte pour moi, votre œuvre et surtout votre dernier ouvrage que je vais présenter dans quelques minutes. J'ai été vraiment agréablement surpris, captivé véritablement par votre analyse, vos propos, le travail que vous avez fourni et la profonde intelligence d'un phénomène que nous allons aujourd'hui essayer de cerner. Ce phénomène, c'est un phénomène malheureusement d'une brûlante actualité, le phénomène le phénomène gauchiste. Un terme qu'on emploie un petit peu à tort et à travers, qui décrit malheureusement une réalité. Alors avant d'en arriver là, mon cher Nicolas, pourriez-vous vous présenter plus amplement pour nos auditeurs ? Je suis un écrivain et un artiste français. Je suis apparu dans le champ public par des bandes dessinées, des dessins, un certain nombre de productions graphiques. J'ai dirigé également une revue d'avant-garde. Je suis le directeur de 2 maisons d'édition, l'une plutôt consacrée à l'art contemporain au sens très élargi et l'autre à la littérature et aux essais. Les éditions de la Reine Rouge, qui est également de tout comprendre le gauchisme, ainsi que mon premier ouvrage par lequel je suis apparu dans le débat d'idées, qui est un ouvrage sur le transhumanisme, Une jeunesse d'Europe, qui est paru 2 ans après, en 2024, qui est un roman sur un thème particulièrement brûlant, qui est celui du nationalisme européen, autrement donné, le nationalisme blanc. Et aujourd'hui, en 2026, comprendre le gauchisme, qui est un essai d'anthropologie profonde et de sociologie, de philosophie politique, qui est apparu il y a quelques mois. Voilà, vous avez eu la gentillesse de m'envoyer vos 2 précédents ouvrages, La jeunesse d'Europe, dans lequel je vais plonger dans quelques semaines, aussi un copieux ouvrage, et effectivement, là aussi, un ouvrage d'une grande actualité. C'est vrai que vu l'évolution un petit peu des choses, on peut dire que ce phénomène que vous décrivez, en tout cas vous analysez à travers le dessin de plusieurs personnages dans ce roman, c'est une réalité qui est en train d'apparaître sous nos yeux. Je pense effectivement que l'avenir est bien moins à la guerre civile qu'à la séparation, autrement dit à la sésection. Et est-ce que, un de mes amis appelait aussi, et ce que moi je qualifie depuis quelques années, non pas de guerre civile, mais de guerre intérieure. Voilà. Parce que pour une guerre civile, il faut que ce soit des ressortissants d'un même peuple qui se battent entre eux. Et là, ce n'est pas tout à fait la perspective. Mais cela nous éloigne peut-être un peu de notre sujet, quoique ce soit étroitement connecté. Parce que ça s'inscrit dans une réflexion plus générale sur la restructuration du monde et sur l'obsolescence des États-nations vers le retour d'un monde qui est plus proche du 19e siècle que celui du XXe siècle dont nous venons de sortir, qui va être le monde des affrontements métaphysiques entre des forces antagonistes que plus rien ne pourra concilier, de la redistribution des frontières qui se feront entre des peuples qui n'ont plus d'espace culturel, ethnique, de définition commune, de la communauté et de l'espace à partager, des grands projets industriels, des conflits métaphysiques et des cris des peuples qui ne voudront pas mourir. Et qui se battront pour leur existence. Alors je reviens sur l'ouvrage pour lequel je vous reçois, que vous avez déjà cité, qui s'intitule « Comprendre le gauchisme », qui est édité par vous aux éditions de la Reine Rouge. C'est un ouvrage copieux de presque 550 pages, mais qui est écrit vraiment sous un style vivant et qui est aux antipodes d'un essai aride de sciences politiques ou d'histoire des idées politiques. C'est pas non plus un pamphlet ou un coup de gueule. Exactement. Et surtout, comme vous l'avez qualifié, moi ce qui m'a vraiment séduit, parce que c'est aussi une démarche qui est la mienne déjà depuis un petit moment, c'est une approche avant tout anthropologique. Le gauchisme, c'est aussi une anthropologie que nous voyons à l'œuvre tout autour de nous, depuis déjà trop longtemps. Donc cet ouvrage, vous l'avez divisé globalement en 3 grandes parties, inégales, mais on va essayer de revenir un petit peu là-dessus. D'abord, une généalogie de ce gauchisme, sur laquelle je vais revenir tout de suite.
une description très complète avec énormément d'exemples que vous avez tirés de l'actualité, même la plus récente. On voit que votre ouvrage est à jour. Et vous avez précisé dans notre entretien que vous avez mis pratiquement, c'est un travail de 2 ans pratiquement, vous l'avez dit. Et troisième partie, qui est intéressante aussi, on va le voir sur certains points, notamment par rapport à certains écueils que ne peuvent éviter parfois certains de nos auditeurs, par exemple, c'est l'idée de comment combattre le gauchiste, et on verra quels impasses et écueils qu'on pourrait trouver à ce niveau-là. Alors, pour revenir à la généalogie du gauchisme, il y a 2 choses, il y a 2 idées principales que vous pourriez commencer à développer. La première chose, une de vos premières affirmations, c'est que ce gauchisme est né à la fois de la dissolution du marxisme-léninisme, de la disparition du capitalisme social et de la décomposition du libéralisme bourgeois. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, Marx disait que le gauchisme était la maladie infantile du communisme. Vous affirmez, et c'est vrai que... Je pense qu'en l'occurrence, c'est plutôt de la maladie sénile du capitalisme terminal dont il s'agit. Voilà. Et puis, il y a des références, il y a des renvois à certains auteurs que vous signalez dans votre ouvrage, notamment Jean-Claude Michéa, qui rappelle que le libéralisme est un fait social, total. Alors, très rapidement, donc, généalogie de ce gauchisme à travers justement la dissolution de ces trois grandes idéologies. Je ne vais pas, si vous le voulez bien, remonter trop profondément dans la généalogie, puisque nous risquons de noyer vos auditeurs cultivés qui ont une connaissance, je crois, substantielle de l'histoire. Il s'agit d'une rupture de paradigme qui s'inscrit, pour ce qu'il en est et pour ce que j'ai pu développer dans l'ouvrage, d'une évolution qui prend racine dans les prémices de notre modernité. La naissance du capitalisme à l'âge classique. On pourrait même remonter beaucoup plus loin, tel que en parle René Guénon dans La crise du monde moderne, d'une certaine idée de la dissolubilité permanente des choses que l'on retrouve déjà dans les écrits d'Héraclite, à travers cette idée, cette maxime qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, qui est quand même une idée absolument relativiste. Donc on voit que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le creuset le plus profond et le plus secret de notre civilisation, dans les strates vraiment très profondes. Donc je vais essayer de pas remonter trop loin pour ne pas qu'on se noie littéralement, parce qu'on peut avoir une espèce de vertige devant l'abîme que Nietzsche avait bien décrit face à la contemplation de toutes les forces à l'œuvre dans l'univers. Ce que je voudrais, histoire de resituer la problématique dans une perspective contemporaine, voire dans notre actualité la plus immédiate, c'est que nous vivons actuellement la fin d'un monde, la fin d'une parenthèse historique, épistémologique, dont le point de départ est peut-être un constat que l'on peut formuler sur notre classe dirigeante. Oui. Qui est, je crois, au sens classique du terme, bien moins qu'une élite, mais bien davantage, pour reprendre la terminologie marxiste, une classe dominante. Cette classe s'appuie sur une anthropologie dégradée, qui est celle de la génération qui a fait mai 68, qui a la particularité très spécifique dans l'histoire universelle d'avoir à la fois tué ses parents par la révolution consumériste qu'elle a faite, et tuer ses enfants en coupant toute perspective d'avenir aux jeunes générations qui aujourd'hui en payent les pots cassés. Cette classe dominante n'a pas véritablement de logiciel de référence, n'a pas véritablement de vision du monde, de conception de l'homme, de structure intellectuelle et doctrinale, de conscience de soi, de vision de l'État. C'est pour ça qu'elle a une difficulté énorme à s'imaginer un après, un devenir, une succession, et ça explique également l'incapacité à lâcher, à passer la main, la difficulté considérable qu'elle a à s'imaginer une succession, parce que c'est l'expression du boomerisme
dans sa forme la plus pure, la plus aboutie. Après eux, c'est le déluge, il n'y a rien. Or, nous vivons actuellement 2 cataclysmes d'une ampleur absolument inédite dans l'histoire universelle, face à laquelle cette classe dominante n'a absolument aucune réponse à fournir, et dont les effets les plus prégnants, les plus irréversibles, prendront effet probablement à l'horizon de 2050. Ce qui fait que pour des lois imprescriptibles, intangibles de la biologie, la génération qui porte cette classe dominante, c'est-à-dire les boomers, électoralement, aura physiquement disparu. Oui. Ces 2 phénomènes sont les suivants. Premièrement, il y a la substitution progressive du cerveau humain par l'intelligence artificielle, du cerveau biologique, si vous voulez, par le cerveau de silicium, qui porte le nom de révolution transhumaniste, auquel j'ai consacré mon premier ouvrage. Ouais. La deuxième, c'est la substitution progressive des peuples historiques européens et occidentaux par le flot montant des peuples du tiers-monde, conséquent à l'explosion démographique de l'Afrique et à la disparition des frontières nationales. Face à ces 2 phénomènes, cette classe dirigeante mondialiste n'a aucune réponse à apporter. C'est pour ça qu'elle va disparaître. Donc, la recomposition politique, telle que je la prévois à l'avenir, va avoir lieu entre 2 blocs. Premièrement, celle des victimes du mondialisme. C'est-à-dire les gens qui, bon an mal an, tant bien que mal, pour des raisons qui leur appartiennent à chacun, sont attachés à la forme de l'État-nation tel qu'on le connaît et s'inscrivent dans la défense soit dans un territoire, soit d'une culture, soit d'une certaine continuité historique. Face à eux, il y aura des organismes jeunes, stimulés à la fois par la mécanique du capitalisme terminal dans ses excès, dans ses stagnations et dans sa brutalité, que j'ai appelé les gauchistes, qui sont des gens qui veulent abolir intégralement les frontières nationales, instaurer un droit international garantissant une libre circulation totale de tous les individus partout sur la planète, sans distinction de provenance, de citoyenneté, de culture, ni rien. Ils veulent détruire le capitalisme productif et l'économie de marché, ainsi que le travail, particulièrement la petite entreprise, la petite société à responsabilité limitée, le petit commerce, l'initiative individuelle, puisque, comme vous le savez peut-être, et Lénine en parle déjà très bien dans ses écrits, les grandes infrastructures économiques que sont les grandes multinationales, les grandes sociétés, peuvent, dans le contexte d'une économie dirigée de type socialiste, être assez facilement subvertie, enrégimentée, captée par les moyens d'un État. En revanche, aucun régime économique et aucun système ne pourra jamais contrôler et circonvenir intégralement l'essaim incroyablement prolifique et pléthorique de la petite entreprise, de la petite initiative individuelle qui recouvre littéralement le champ social par son activité débordante et pléthorique. C'est pour ça qu'il y a une focalisation assez forte justement sur le petit commerce, sur la classe moyenne, une entreprise de destruction de cette classe moyenne qui représente en dernière instance la résistance absolue par rapport au projet éco-socialiste de domination finale qu'entreprennent les gauchistes. Ce sont des gens qui veulent également à tout prix affaiblir l'État régalien au profit de l'État de droit. C'est l'une des définitions qu'on pourrait donner du gauchisme. Ils veulent surtout établir une société sans classe, sans hiérarchie, sans distinction, et bien évidemment, suivant les tendances démographiques à l'œuvre dans notre siècle, sans blanc.
puisqu'il faut bien comprendre que pour les gauchistes, contrairement à leurs homologues socialistes et communistes dont la pensée a émané les 19e, 20e siècles, la révolution industrielle et toutes les périodes historiques d'où nous sortons actuellement, l'ennemi principal dans une perspective gauchiste n'est pas du tout la structure du capital, ni même les mécaniques d'oppression qui peuvent en découler naturellement. L'ennemi principal dans une perspective gauchiste est l'État-nation européen et l'homme blanc. Et les peuples, voilà, dont ils sont blanc, l'émanation. Pourquoi ? Parce que pour un gauchiste, tant qu'il existera encore sur Terre des hommes blancs, ils ne pourront pas s'empêcher de créer des systèmes capitalistes, libéraux, qui produiront des inégalités, qui s'actualiseront dans des discriminations portant sur des phénomènes de classe, des divisions de classe, de race, de genre, etc. On rejoint l'essentialisation de la culpabilité de l'homme blanc, par un de ces sous-produits du gauchisme qui est le wokisme, comme vous le précisez dans votre ouvrage. Donc en fait, on atteint l'acmé de certains phénomènes qui ont pris leur racine, sur un plan chronologique de manière plus lointain, donc l'acmé de l'égalitarisme, de l'indifférenciation, que l'on se rapporte donc à des phénomènes historiques ou à une approche de type traditionnaliste. Vous avez cité René Guénon tout à l'heure, dont l'œuvre a été rééditée récemment par les éditions de l'IF. Voilà, ce qui est important de savoir aussi, c'est que le mondialisme est mort. C'est-à-dire qu'il se passait deux choses. Donc, le 24 février 2022, Vladimir Poutine a détruit la fin de l'histoire en violant les frontières d'un État souverain européen qui est l'Ukraine. Voilà, la fin de l'histoire qui était une perspective que l'on croyait matérialiste et rationnelle, qui en fait était métaphysique et religieuse. Les gens qui ont fait de l'économie une religion, un principe métaphysique et quelque part un dieu. Ça a été le monde dont nous sortons des années 90, 2000, 2010, 2020. Vous avez également le président actuel américain qui, en imposant une politique tarifaire confiscatoire à ses partenaires européens, a mis fin assez brutalement à la mondialisation libérale sur laquelle la classe mondialiste et son électorat boomer a prospéré. Oui, en fait, cette fin de l'histoire, c'est telle qu'elle était perçue, ou qu'elle est perçue par à la fois l'Occident en général et les Européens en particulier. Surtout les Européens, lorsque vous abordez le cas particulier de l'Ukraine, de certaine manière. Même si déjà, on avait eu dans les années 90 et les premières décennies 2000, un monde qui restait conflictuel. Simplement, notre vision n'en était pas modifiée et l'ordre mondial qu'on avait voulu mettre en place ne l'était pas non plus fondamentalement, quoi. L'ordre international a été stagnant, disons. Il y a eu énormément de dévastation et de malheur social au cours de la guerre secrète féroce qui a été menée contre les peuples à l'apogée du mondialisme. Mais aujourd'hui, justement, nous sommes sortis de tout ça. Donc, face à la disparition du bloc central, même vous pouvez constater ça au niveau électoral, à l'intérieur même de votre pays, vous allez vous retrouver face à face, finalement, avec les gauchistes. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de les identifier, dans la mesure où ces gens nous désignent, pour des raisons rationnelles ou non, comme leurs ennemis. Vous savez que ce n'est pas nous qui décidons de qui sont nos ennemis, c'est l'ennemi qui vous désigne. Exactement, Carl Schmitt en particulier. Mais voilà, donc on ne va pas nous laisser, quand bien même on aurait envie de se retirer de ce conflit et de cultiver tranquillement notre jardin et nous oublier, eux viendront nous chercher. Donc je pense qu'on va passer les 50 prochaines années avec ces gens et qui ne supporteront pas, justement, la prégnance de nos idées et la survivance des peuples historiques à l'intérieur de leur espace vital, et nous-mêmes ne supporterons pas de vivre dans l'enfer multiethnique et écolo décroissant qu'ils tendront de toute leur force de nous imposer. Donc,
avant de songer à les combattre, il va falloir essayer de les comprendre, de les analyser, ce qui ne nous interdit pas du tout d'ailleurs d'avoir de l'empathie pour eux. Mais en tout cas, il va falloir s'y intéresser un minimum. Voilà, en tout cas, comme vous le dites, bon, il faut en tout cas arrêter avec l'illusion de pouvoir en convertir un nombre substantiel. Bon, malheureusement, et on va essayer de développer aussi ce plan-là, je pense que c'est ce qui va intéresser le plus nos auditeurs. Mais comme vous l'avez dit dans votre approche générale, donc qui sous-tend votre ouvrage, c'est le gauchisme, c'est une anthropologie. C'est un type humain. Donc voilà, qui aujourd'hui se développe presque exponentiellement malheureusement parmi les jeunesses d'Occident et même au-delà. Donc dans votre ouvrage, voilà, vous dans votre très long chapitre consacré à la définition du gauchisme, donc vous revenez sur des phénomènes que nous connaissons un petit peu, nous analysons souvent, nous observons de manière fragmentée, mais qui s'inscrivent fondamentalement de manière globale dans ce phénomène qu'est le gauchisme. Donc on est sous le sceau d'une déconstruction, d'une subversion permanente. Dans votre ouvrage, par exemple, vous revenez, on va le faire assez rapidement, sur les deux étapes qui ont présidé à la mise en place de la vulgate antiraciste, que nous avons, chacun d'entre nous a vécu à des degrés divers. Moi, j'étais en plein dedans dans mes années lycéennes, son apparition de SOS Racisme. Donc vous parlez de première et deuxième génération de l'antiracisme. Pouvez-vous revenir rapidement là-dessus ? Oui, moi je suis né dans un contexte où on m'a éduqué, on m'a endoctriné à haïr, à détester mon pays. Dire l'idéologie dominante des années 80 qui a vu naître l'antiracisme politique tel qu'il s'est structuré autour d'associations telles que la LICRA et SOS Racisme était porté par une idéologie violemment anti-française. Et quand vous lisez des ouvrages tels que l'idéologie française de Bernard-Henri Lévy qui a structuré justement la pensée mondialiste, atlantiste, américanophile et antinationale qui avait cours à l'époque, vous vous rendez compte que ces gens n'ont absolument rien à envier en matière de haine rabique envers la France, avec leurs homologues actuels, que l'on appelle indigénistes, décoloniaux, et qui remplissent aujourd'hui les cadres dirigeants de la France insoumise. Sauf si ils sont déclarés se laisser aller au péché suprême d'antisémitisme. Oui, ironie du sort, voilà. Les créatures monstrueuses, dégénérées, abruties et tristement antisémites de ces troupes de la France insoumise, des indigènes de la République, ne sont que les rejetons, les enfants de SOS Racisme et de la LICRA. On leur a appris à détester la France. Et effectivement, aujourd'hui, ils se concentrent sur la destruction non seulement de l'État-nation français, parce qu'il faut comprendre que l'État-nation français a été, par l'universalité de son modèle, qui pouvait proposer un universel supérieur au monde, avec son État développeur, son État souverain, ses frontières, sa bombe atomique, son armée, sa structure militarisée, ses leviers de puissance très divers, a été vraiment une cible pour le mondialisme absolument terrible. Ce qui a conduit le mondialisme à développer, sur le fondement d'intellectuels issus de la mouvance de 68, qui n'ont conservé de la fureur révolutionnaire de leurs jeunes années que l'internationalisme, finalement, parce qu'ils se sont tous convertis au libéralisme et à l'économie de marché, ces gens. Ils ont une détestation absolue de la classe ouvrière qui les a trahis, qui les a foutus dehors de la régie Renault en 68 quand ils ont essayé de subvertir le mouvement ouvrier. Donc ils ont eu une haine de l'ouvrier français et plus particulièrement une haine de l'ouvrier blanc de manière générale. Mais s'ils se sont ainsi concentrés de toute leur force sur la destruction de la France, c'est qu'elle représentait une sorte de nation pivot auquel ils ont opposé l'État-nation américain qui, comme le dit Hannah Arendt très justement, n'est pas vraiment, à proprement parler, un État-nation.
c'est un pays dans lequel les citoyens cohabitent seulement par adhésion à une constitution relativement intangible et invariable depuis la création du pays. Ils ne sont liés entre eux par aucun référent culturel, historique, aucun héritage commun, aucune mémoire, mais seulement par l'adhésion à un régime de loi. En tout cas, de moins en moins, voilà. Huntington déplorait que le mythe du WASP, qui était un fédérateur au moins jusqu'à la fin des années 60, soit battu en brèche. Vous avez raison de le reprendre, oui, c'est pas l'Amérique telle qu'elle est dans son essence, mais telle qu'elle est perçue par l'élite occidentale et mondialiste. Mais c'est vrai qu'il y avait une ambiguïté fondatrice. Disons, on a caricaturé effectivement le modèle américain pour essayer de le transposer pour la France, pour détruire l'essence de la France. Mais effectivement, ces intellectuels, Bernard-Henri Lévy et autres, que je ne citerai pas, ces fameux nouveaux philosophes qui ont été portés par une espèce d'abord de nietzschéisme de gauche, influencé par Derrida, par Foucault, etc., pour après recréer une sorte de nouvelle gauche débarrassée finalement, qui n'aurait jamais entendu parler du marxisme, et finalement ne retient de la gauche que l'internationalisme, c'est-à-dire l'antinationalisme, autrement dit le mondialisme, qui est la forme géopolitique du gauchisme. À force de se concentrer sur la destruction, sur la démonétisation, sur la diabolisation de l'État-nation tel qu'il existait en France, ces gens ont finalement créé une idéologie de la haine de la nation au sens large, et effectivement, qui se termine par finalement le palestinisme, qui est la forme accomplie finalement de l'anti-occidentalisme, de l'anticolonialisme et de la haine des nations et de l'Occident, que l'on retrouve aujourd'hui à la France insoumise. Effectivement, ce n'est pas que la France qui est pris pour suivre, mais tous les États-nations, tous les peuples qui aspirent à vivre souverains sur leur terre, y compris l'État d'Israël. Effectivement, et pas seulement. Alors vous parliez bien sûr à juste titre de culpabilisation, de détestation de l'État-nation, de son peuple autochtone. Vous allez même au-delà dans votre ouvrage en parlant justement de réécriture du mythe du bon sauvage, des théories de Rousseau, la haine de la civilisation, et puis un de ses corollaires, et j'espère développer un petit peu, sur la légitimation de la violence contre tous ceux qui pensent différemment. De cette manière. Donc là, on voit ces phénomènes en œuvre de la part, pas uniquement de l'LFI, mais aussi de toute cette faune dite antifasciste qui claque des mains en scandant des slogans italiens, de phénomènes que la majorité d'entre nous ne connaissent ni David Adam. Donc on a cette anthropologie aussi, cette humanité qui est en œuvre, avec tous ces présupposés idéologiques complètement utopiques. Pouvez-vous développer un petit peu? Oui, bien sûr. Il faut savoir qu'il y a quand même une psychopathologie à l'œuvre du gauchisme, qu'on a affaire à des profils qui ont été façonnés quand même par des décennies quand même d'éducation positive, bienveillante, qui ne les contredisaient jamais. Mais je vous demanderais un peu de développer là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a souvent, chez nous, ce slogan, le gauchisme est une maladie mentale, mais littéralement, c'est quelque chose qui peut se vérifier. Oui, qui peut se vérifier justement dans la manière extrêmement violente qu'ils ont de traiter leurs ennemis littéralement comme des animaux, comme des rebuts de l'humanité, comme des êtres qui appartiennent à une humanité différente. Donc on a à peu près toutes les pathologies qui se présentent dans le logiciel et dans le comportement, dans l'éthologie, si j'ose dire, gauchiste. Vous avez du sadisme, vous avez de l'histrionisme, leur manière de se surreprésenter, du narcissisme pathologique aussi. C'est un courant qui passe son temps littéralement à se raconter lui-même de toutes les manières possibles. On le voit dans les réseaux sociaux. Et vous le voyez aussi dans la sous-culture actuelle, sur Netflix, sur Amazon, dans les produits culturels de masse, dans les films, qui aujourd'hui vous avez une sorte de nouveau héros américain qui a remplacé la figure du cow-boy de John Wayne, qui est le gauchiste, où vous voyez en gros des élites suprémacistes blanches, capitalistes, libérales, qui sont mises à mal par des super-héros gauchistes, trans, LGBT, racisés, qui, face au projet national des élites, vont opposer une espèce de gigantesque orgie multiculturelle. Enfin, vous avez des gauchistes qui se représentent en permanence de cette manière-là. Et donc, effectivement, vous parlez de la haine de l'ordre et du déchaînement des pulsions. Il faut savoir que pour un gauchiste,
toute forme d'ordre social est fondamentalement injuste. Et oppressive. Et oppressive. C'est pour ça que toute manifestation de désordre va être saluée, encouragée. Ils vont jeter l'huile sur le feu de toutes les manières possibles. Par exemple, une préfecture de police qui va brûler, ils vont trouver ça magnifique. Oui, ça provoque des explosions de joie sur les réseaux sociaux ou même, éventuellement sur place. Une manifestation avec du mobilier public qui va être détruit, incendié, vandalisé, ça va être l'expression des pulsions actives des individus qui se lèvent contre leur oppression. Dans les écrits de Sartre et la fameuse préface totalement dégueulasse qu'il a écrite pour un ouvrage très exotique de Frantz Fanon qui s'appelle « Les damnés de la Terre », il expliquait que le colonisé se revitalisait en assassinant l'Européen qui était porteur de l'ordre colonial qui s'exerçait sur lui. Il y a eu des intellectuels d'extrême gauche suédois, comme par exemple le fameux Andreas Malm, reçu 2 fois depuis le 7 octobre à des conférences de la France insoumise, qui a littéralement salué, applaudi les massacres de l'opération palestinienne du Hamas. Ils ont trouvé ça magnifique. Vous comprenez, il a décrit l'opération comme quelque chose de sublime, dont il regardait les vidéos, qu'il partageait avec ses amis, qu'il s'injectait littéralement dans les veines. Enfin, il y a une espèce d'addiction à la violence, mais ça... Et surtout la déshumanisation de ceux qui sont désignés comme les ennemis. C'est même pas des ennemis, quoi. Avec un ennemi, on ne débat même pas. Il n'a même plus droit à l'existence, il est retranché totalement de l'humanité. Et là, on retrouve, on se rattache à des phénomènes qu'on a pu voir, notamment dans les idéologies les plus totalitaires, et puis surtout, dans la racine profonde qui est une vision binaire, manichéenne, qui effectivement, désignait l'ennemi comme étant le diable à éradiquer, à éliminer. Donc on a vu ça notamment dans la pratique de la guerre telle qu'elle est apparue d'abord sous une forme religieuse, ensuite idéologique avec la Révolution française et surtout les grands conflits du XXe siècle, sur lesquels on va pas revenir en détail. Mais effectivement, on est dans cette anthropologie. De retrancher de l'espèce humaine, de l'humanité, celui que vous considérez comme un ennemi avec lequel il n'y a rien à faire. Quoi. Oui, effectivement, il y a une bestialisation et une brutalisation très intense des conflits qui est aussi la conséquence de la disparition de l'éthos libéral. Parce que finalement, dans le monde merveilleux de la mondialisation heureuse et de la fin de l'histoire, toutes les questions existentielles et essentielles de l'humanité et des peuples avaient été réduites strictement à des variables économiques, sur lesquelles, par définition, l'on pouvait négocier. Ce qui arrangeait très bien la classe dominante, parce que finalement, quand on détient les moyens de production, l'argent, les principaux ressorts de l'ingénierie sociale, il est très confortable de pouvoir négocier face à des gens qui n'ont que leur force de travail à vendre et à la fin leurs yeux pour pleurer. Or, la disparition de l'éthos libéral qui ne satisfait plus personne, qui s'est effondré, comme je l'ai exprimé au début de l'émission, donne lieu à une existentialisation des luttes entre des individus que plus rien ne relie. Donc on va avoir effectivement des phases de la plus grande violence parce que les gens n'accepteront plus de vivre dans le même monde que leur ennemi. Effectivement, vous connaissez bien la doctrine de Carl Schmitt, vous savez que traditionnellement, dans le contexte de la guerre, un ennemi s'inscrit dans des circonstances historiques données en fonction d'un conflit dont les causes sont déterminées, que l'ennemi, une fois vaincu, nous pouvons nous réconcilier avec lui, dans un ordre westphalien civilisé. Or, là, nous sommes dans des conflits de type métaphysique et religieux. Oui, il y avait eu un retour justement à cette conception après l'effroyable guerre de 30 ans, avec la mise en place, après les traités de Westphalie, du fameux Ius Publicum Europaeum. Voilà, où effectivement la licité de la guerre était reconnue et la légitimité pour chaque belligérant, ensuite soit respectée et surtout lors des traités de paix, à ne pas être écrasé inconditionnellement avec tout ce que ça implique, comme nous le verrons avec les conflits du XXe siècle. Et lorsque l'on considère son adversaire
non plus comme quelqu'un qui dispose de sa propre légitimité, mais comme l'incarnation du mal, à ce moment-là, on ne débat pas avec le mal. On l'extermine, on le liquide, on le soumet. C'est une vision religieuse qui ramène notamment aux religions monothéistes, le christianisme en particulier, et l'islam aujourd'hui, de manière généralisée, on le voit dans la conception. Deux universalismes, l'un très dynamique et l'autre finissant, parce que j'ai beaucoup insisté dans mon livre sur le rôle absolument délétère que prend l'Église catholique officielle à l'intérieur de ce phénomène. L'Église qui est devenue une ONG. Parce que vous savez que la stratégie des gauchistes pendant les 50 dernières années ont été de subvertir intégralement les institutions, toutes les institutions, la justice, l'éducation nationale, vous en savez quelque chose, et évidemment l'Église, qui est une institution comme un autre, qui est peut-être la mère de toutes les institutions, l'institution par excellence, qui est devenue bien sûr l'ONG des ONG. Voilà, on est parti du catholicisme de gauche, avec toutes ces structures. La théologie de la libération. Voilà, les GEC, les JOC, la jeunesse chrétienne, cette articulation très bizarre entre marxisme, léninisme, idéologie décoloniale et catholicisme de gauche, qui ont été les théologies de la libération en Amérique latine, d'où provient le défunt pape François, qui était rien d'autre qu'un extrême gauchiste. Non. Mais bon, pour nous, en tout cas pour la sensibilité qui est la mienne, vous le savez, c'était pour un retour chasser le naturel. Il revient au galop de cette manière. Voilà, comme disait Maurras, l'Église en dehors les évangiles en dehors de l'Église est un poison de cette manière. Donc là, on est en retour aux sources originelles, en rappelant que le christianisme à la base, c'est d'abord une vision du monde qui se décline sur un plan religieux, qui ensuite s'est laïcisé, sécularisé. Voilà, avec les idéologies issues des Lumières, et aujourd'hui, nous vivons Et c'est un grand retournement aussi, et ça c'est la philosophe Chantal Delson, dans La fin de la chrétienté, qui l'a parfaitement démontré en s'appuyant sur les écrits des premiers chrétiens Tertullien au IIe siècle, qui disait, en substance, parce que je n'ai pas la citation de mémoire, il faut tout retourner, tout renverser, de l'ordre antique, des traditions. Et donc nous vivons aujourd'hui avec... le fameux christianisme primitif dont parlait Louis Rougier. C'était des révolutionnaires. Le bolchevisme de l'Antiquité. Les ultra-gauchistes de l'époque. Ils voulaient tout saper de l'ordre religieux et social de l'époque, puisque les religions antiques étaient des religions d'ordre social. Exactement. C'est pour ça que je disais là... Vous vivez actuellement l'inversion de l'inversion. Ouais. Louis Rougier, un des grands exégètes de ce phénomène du christianisme, parlait de bolchevisme de l'Antiquité. Voilà, un penseur qui a beaucoup influencé le courant qui est le mien au début des années 70. Donc plusieurs ouvrages avaient été publiés. Alors justement, ces réactions elles sont aussi liées à la genèse de ce type humain, qui va rejoindre ces rangs du gauchisme, et vous consacrez plusieurs chapitres à ce phénomène du gauchisme éducatif et du rapport des gauchistes à l'enfance en particulier. Donc, pourriez-vous revenir un petit peu plus en détail pour nos auditeurs justement sur ce qui génère aujourd'hui des groupes entiers de jeunes gauchistes que l'on voit sévir sur les réseaux sociaux ou dans les rues. On pourrait effectivement parler du gauchisme étudiant comme d'une catégorie structurante. Voilà. Mais il y a scolaire avant. On a même, on a le stade. Ils ont été enrégimentés par une institution qui elle-même a été intégralement subvertie par une idéologie pédagogiste issue de la redoutable influence de François Zolto, qui criminalisait littéralement l'éducation traditionnelle et l'autorité maternelle. Qui fixait des limites. Le mythe de l'affreux Jojo, qui est terrible. En fait, où elle explique que finalement, l'enfant sage, obéissant, faisant ses devoirs, n'emmerdant pas trop ses parents et ayant confiance dans ce qu'on essayait de lui transmettre, qui ne remet rien en question, qui n'est pas opposant, qui est discret, qui a son intériorité, qui a ses rêves, qui travaille bien à l'école. Quelque part, il est promis à un lourd destin psychiatrique, puisqu'il intériorise un certain nombre d'injonctions qui sont des injonctions autoritaires, voire totalitaires. Or, l'affreux Jojo, tel qu'elle le décrit dans une conférence à la fin, il est très bien, puisqu'il est plein de pulsions actives, vous voyez. Donc, si c'est l'idéologie qui porte l'éducation... Il est spontané. Voilà, il laisse libre cours à sa créativité innée. Voilà, alors que donc le découlement logique de tout ça, c'est la fameuse circulaire Jospin qui indique que
que les élèves doivent désormais fabriquer, structurer eux-mêmes leur propre savoir, comme s'ils en étaient capables. Donc vous avez des enfants qui ne sont plus jamais entravés, plus jamais contrariés, ni par leurs parents, ni par l'institution scolaire. Et à la fin, vous avez un relativisme moral et culturel qui s'inscrit dans la société, où chacun détient sa propre vérité. Voilà, le professeur n'a plus un savoir à transmettre, mais une opinion qui vaut aussi bien que toutes les opinions extrêmes qui peuvent naître dans le cadre scolaire. Voilà, vous avez manqué de respect à la famille, aux prophètes, vous avez remis en cause le caractère incréé du Coran, ou l'existence des chambres à gaz, par exemple. C'est votre opinion, ça n'est pas la mienne. Le professeur n'a aucune possibilité, finalement, d'imposer une grille de savoir qui est la sienne. Et à la fin, vous avez des garçons extrêmement instables, fragile émotionnellement, incapable de supporter la moindre contradiction, peu habitué à ce qu'on lui résiste, et vous aurez des pulsions actives telles que mettre un coup de couteau dans la poitrine ou dans le ventre de son professeur ou de son camarade parce qu'il lui aura manqué de respect, et aussi forcer la résistance de l'entrejambe d'une jeune fille qui a eu le malheur de résister aux pulsions actives de l'affreux Jojo. Donc vous avez cette humanité extrêmement fragile aussi qui, sur le plan politique, s'exprime par un gauchisme de plus en plus intolérant et de plus en plus revendicatif, oui, effectivement. Et qui montre son inculture crasse. Hein, voilà, on le voit souvent sur des micro-trottoirs, hein, voilà, sur les réseaux sociaux, ou par exemple lorsqu'un reporter d'un journal classé ou considéré comme d'extrême droite, fait des micro-trottoirs, on voit tout de suite ces follicules. Alors ça, il faut faire attention aussi, parce que c'est une stratégie particulièrement redoutable, efficace, érodée depuis très longtemps, c'est-à-dire la paroxysation, l'hystérisation du débat public. Oui. Par exemple, si vous souhaitez simplement que votre pays, qui les a perdus, retrouve des frontières, vous défendez un régime de discrimination sur la base raciale et vous détruisez la vie d'individus qui, comme vous le savez, n'aspirent qu'à participer à notre activement projet et respectueusement à faire quoi. Voilà. Comme les Romains à Rome. Si vous avancez qu'il n'y a que deux sexes, hommes et femmes, vous discriminez, vous faites du mal aux personnes trans. Si vous pensez qu'il n'y a pas de génocide à Gaza, vous êtes dans une perspective génocidaire, vous êtes une sorte d'ennemi de l'humanité, vous n'avez pas d'empathie. Si vous allumez votre clim, par exemple, et vous contestez l'urgence climatique, le dérèglement climatique, comme si d'ailleurs le climat pouvait se régler ou se dérégler, vous êtes écocidaire et vous faites du climato-négationnisme. Donc tout est fait par des éléments de langage et par une pression permanente qui est faite sur le débat public pour imposer une grille de lecture épidermique sur les choses et sur les événements pour empêcher le débat rationnel, argumenté, la logique, de s'exprimer librement. Le moment est venu d'une petite pause pour le Bobino. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Bien, je vous rappelle, vous êtes à l'écoute du Livre Journal de Pascal Lassalle, qui a aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir pour la première fois, mais sûrement pas la dernière, Nicolas Lebeau, pour son volumineux ouvrage « Comprendre le gauchisme », donc publié aux éditions de la Reine Rouge. Donc Nicolas, effectivement, nous essayons un petit peu de tracer le portrait robot, en tout cas l'anthropologie de ce gauchisme qui aujourd'hui imprègne profondément et d'une manière quasi-hégémonique de larges secteurs de nos sociétés en dérive, de nos sociétés en voie de dissolution. Donc vous avez cité plusieurs phénomènes que vous développez plus activement dans votre ouvrage, notamment l'eschatologie climatique. Le gauchisme alimentaire également, on voit aussi oui, parce que vous mangerez des insectes, vous mangerez des vers, on ira jusqu'au bout de l'humiliation. On va bien ça passera par votre corps. Et voilà, donc on va bien plus loin que l'homme soja ou avec ses petites barquettes de quinoa. Là, on a effectivement de remodeler
sur un mode totalitaire, donc tout ce qui ressort à la fois d'une nécessité de se nourrir, mais également d'une culture, d'une tradition, d'une gastronomie que secrète chaque pan de nos cultures, de nos cultures enracinées. Donc vous revenez un petit peu sur l'université. Vous parliez tout à l'heure donc de ce milieu étudiant que l'on voit aujourd'hui comme vraiment des pôles, des épicentres de ce phénomène gauchiste, avec ensuite tout ce que ça va secréter. Pouvez-vous revenir un petit peu justement sur ces notions des fondements cognitifs, de parents postmodernes, d'adolescents éternels, et ensuite la genèse de ce sous-produit qu'est le wokisme, avec cette idée de langue comme phénomène fasciste? Ah oui, là, il y a plusieurs choses. Et effectivement, pour ce qui est du climat, du fait de se mêler de ce que vous mangez, de ce que vous allez faire sous vos draps, de ce que vous allez effectuer au quotidien, même comme tâches ménagères, la manière dont vous allez remplir votre frigo, etc. Là, vous voyez que non seulement le gauchisme ne prétend pas attaquer, comme l'a fait le libéralisme, l'anthropologie, mais aussi commence à s'ingénier dans la biologie. Donc effectivement, ça va passer par tout un tas de mécanismes de contrôle de plus en plus prégnants, la destruction de la famille, la dissolution de la cellule nucléaire, le fait de vouloir partager, de créer de nouvelles formes de socialité, mais sans les retrouver dans plusieurs phénomènes révolutionnaires à l'œuvre. On ne va pas revenir dessus, mais effectivement, nous étions sur l'université. Donc, l'effondrement cognitif. Il s'est passé quelque chose de très grave en mai 68 qui a peut-être tout déclenché. Le bac. Non. Le bac, délivré à l'intégralité des élèves, qui a permis de faire rentrer à l'université, dans une perspective soi-disant humaniste, mais qui en fait était une méthode d'ingénierie sociale, un maximum d'étudiants qui n'auraient jamais dû y être dans la faculté, d'acquérir un savoir qui allait être petit à petit dégradé, parce que tout ça est un stratagème assez pervers, finalement. Quand vous avez un projet qui est de constituer un corps social fondé sur 10% d'élites extrêmement performantes qui vont enrégimenter et contrôler absolument tous les paramètres du corps social, et 90% de gens très polyvalents qui vont gentiment se laisser faire, personne n'acceptera d'être traité, comme vous pouvez l'imaginer, comme du bétail colonial à dresser et à conduire à l'abattoir. Donc il faudra inventer une façon de les convaincre de se laisser faire, et quand vous arrivez à convaincre 40 ou 50% de la population qu'ils sont supérieurs à leurs semblables en savoir, en instruction, en éducation, pour reprendre l'horrible terme en vogue dans les médias américains. Oui, avec la vogue du diplôme, voilà. Avec la mode du diplôme qui, comme vous le savez, aujourd'hui ne correspond plus à aucune compétence ne reflète plus le niveau d'ailleurs réel, quoi, c'est clair. La vérité, vous pouvez le vérifier dans le monde du travail. Quand vous vous présentez à un entretien d'embauche avec un diplôme, c'est plus une qualité, c'est suspect. Ça veut dire que vous êtes resté pendant des années le cul sur une chaise, pour parler vulgairement, vous n'avez pas foutu grand-chose, vous avez acquis une espèce de logiciel contestataire qui va vous rendre assez fragile émotionnellement parce que vous n'avez pas l'habitude d'être contrarié, contredit, de recevoir des instructions, etc. Vous êtes un peu asocialisé, désocialisé, on va se méfier de vous et on va vous renvoyer vers Pôle emploi où vous allez grossir l'incroyable bataillon énorme de chômeurs longue durée. Ce qui fait que le gauchisme aussi, qui est porté par cette sociologie étudiante très dégradée intellectuellement, parce que des études universitaires américaines, ces sujets sont tabous chez nous, c'est pour ça qu'il faut aller les chercher de l'autre côté de l'Atlantique pour en prendre connaissance, ont démontré que qu'un tiers des femmes diplômées aux États-Unis avaient un QI, un quotient intellectuel, qui est un indicateur quand même relativement fiable, inférieur à 90,
Ce qui fait pas de vous un débile mental, mais disons... Pas une lumière non plus, quoi. C'est pas forcément une lumière. Donc, ces gens qui ont des capacités dans l'ensemble extrêmement limitées sont dans une surestimation parfois délirante et assez triste de leur propre intelligence et de leur propre capacité à s'en sortir dans la vie. Ils se retrouvent dans des positions sociales qui sont parfois vectrices de souffrance et d'humiliation, parce qu'à un moment donné, ils doivent se retrouver dans la situation de devoir en chier comme tout le monde. Ce à quoi il était nullement préparé, quoi. Une sorte auquel il n'a pas été préparé, parce que le capitalisme, il faut le savoir, est violent, extrêmement violent. Et à force de leur tenir des discours exaltés, révolutionnaire sur le capitalisme libéral, où on va présenter l'entreprise comme quelque chose de presque pire que la rue ou la prison, on en aura oublié que tout ça correspond à une réalité qui est la compétition sociale et ce qu'on pourrait appeler, dans une perspective darwinienne, la grande bataille de la vie. Okay. Le capitalisme est un système darwinien qui élimine les plus faibles. Et les gauchistes ne sont pas du tout préparés à ça. C'est pour ça qu'ils veulent détruire le capitalisme. Ils ne veulent pas le réformer, ils ne veulent pas l'amender. Non, on est vraiment... Le détruire. En plus, le capitalisme est en train de calancher. Je veux dire, il produit du malheur social. Je veux dire, il y a eu la crise financière de 2008, il y a eu la désindustrialisation, il y a eu la clochardisation du prolétariat. Je veux dire, les gens en ont quand même particulièrement souffert en Occident. Dire, les conditions de travail des commerçants, des petits entrepreneurs, des ouvriers, des travailleurs indépendants, des travailleurs pauvres, des secteurs privés comme publics, ont été strictement parallèlement à la facilitation de plus en plus forte pendant les décennies 90, 2000, 2010 de la vie quotidienne et du confort de ceux qui, quelque part, profitaient du travail des autres. Et ça, c'est pas seulement les élites capitalistes, c'est aussi cette espèce de classe sans laquelle le mondialisme et sa mutation, lorsque l'état du monde commence à se fissurer, à craquer, à se lézarder et à se condenser en excès, cette espèce de... qui va muter en gauchiste, cette espèce de classe moyenne très étendue, qui est le petit bourgeois, vaguement diplômé, vivant à la fois de la rente, de la dépense publique, soit intermittent du spectacle, ayant fait plus ou moins des études longues, enfin produit par l'entrelacement du chômage de maths et des études longues, qui va acquérir une sorte de regard extrêmement cynique, extrêmement dédaigneux envers ses contemporains, envers les gens qui travaillent. Vous signalez à plusieurs reprises dans votre ouvrage, et de manière très juste, ces réflexes de classe. Oui, c'est on voit de plus en plus patent, quoi. Parce que ces gens ont eu une vie facile, finalement. Il y a une classe qui a croqué, quand même, pendant, je veux dire, la génération, finalement, qui n'a pas eu le pouvoir, mais qui est celle, disons, née entre 57 et 70, qui, finalement, a profité. Personne ne se sent visé ici. Oui, ce sont des généralités. Moi, je suis une génération sacrifiée, intellectuellement dégradée aussi. Pourtant, je m'en sors pas trop mal. Mais bon, vous avez cette génération qui a bénéficié finalement, qui a pu s'en sortir pas trop mal, qui ont finalement participé dans un climat culturel très propice de conformisme de masse à ce que Peter Sloterdijk a parlé comme de fausse conscience éclairée. Donc on s'est énormément moqué de l'éthos petit bourgeois, des aînés, travail, vacances, famille, patrie, enfants, etc. Football, tiercé, pour rentrer dans un truc progressiste, post-national, l'art contemporain, le sadisme. Donc ces gens finalement, quand le capitalisme a commencé à muter et à se fissurer, ont muté en gauchistes. Parce que finalement, le ressentiment est terrible, puisqu'ils se sont crus à l'avant-garde éclairée d'une mondialisation qui finalement les a écrasés, les a balayés. Il y a un déclassement qui a été... il y a un déclassement terrible, je veux dire, les gauchistes, contrairement à ce qu'on croit, c'est pour ça qu'on s'interdit pas complètement d'avoir un minimum de compassion pour eux, ce sont pas forcément des petits bourgeois, ce sont des gens
intellectuellement très dégradés, qui sont quand même les victimes d'un système éducatif qui Voilà, les a escroqués. Ils sont les victimes de la plus grande escroquerie sociale. De carence éducative au sein de l'école. Et puis, de l'air du temps aussi, quoi. Voilà, avec des mères célibataires, des pères irresponsables, etc. Ils n'ont pas reçu d'autorité, donc on leur a rien transmis. On a une sorte de névrose de masse, en fait. Et puis on traverse l'hiver du capitalisme aussi. C'est extrêmement difficile de s'en sortir aujourd'hui. Donc la tentation de vouloir tout balayer, tout renverser, est quand même assez présente dans une partie de la jeunesse. Et ce que ne comprend pas la droite, d'ailleurs. Parce que, bon, je dis pas les gens de droite, qui sont pour la plupart des gens modestes, qui cherchent à s'en sortir à peu près comme ils le peuvent, mais disons les intellectuels de droite, les éditorialistes de droite qui considèrent cela avec mépris et ne voient pas la souffrance derrière tout ça. Oui. Alors justement, ça nous permet de venir au dernier point développé dans votre ouvrage, donc le grand chapitre Combattre le gauchisme. Effectivement, une partie de la droite ne comprend pas ce phénomène. Et elle ne va pas forcément proposer de bonnes réponses et de bonnes solutions. Donc, et dans cette partie, notamment, vous mettez un petit peu l'accent sur ce phénomène qui a été mis en avant par certains, notamment Éric Zemmour, lorsqu'il s'est risqué en politique, de bourgeoisie patriote. Pouvez-vous revenir un petit peu sur ce phénomène et puis même ce qu'il a précédé? Vous avez parlé à plusieurs moments d'horizontalisation et d'infantilisation d'une partie de la droite. Oui, parce que comme il n'y a plus d'enjeux et les leviers de puissance et de souveraineté qui permettraient d'inverser le cours funeste et tragique des choses et de reprendre possession de notre espace vital par les moyens de l'État, nous en sommes privés. La droite a également renoncé à les défendre, donc il n'y a plus d'enjeux. Donc nous sommes au stade terminal de la démocratie où le débat public doit se limiter, selon nos maîtres, à une sorte d'affrontement puéril, infantile, entre petits bourgeois de droite qui réagissent à des agressions de petits bourgeois de gauche. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'horizontalisation, l'infantilisation, c'est ce qui a plus d'enjeu. Bon, après, j'ai consacré effectivement un chapitre à ce brave Zemmour sur lequel je porte un jugement relativement nuancé, quoique assez dur. C'est que plutôt que de s'appuyer sur la classe sociale qui porte en elle une lucidité et une capacité, une force vive pour la restauration de l'État, il a préféré à s'adresser à une bourgeoisie stupide, pardon, excusez-moi parce que là il faut dire les termes, qui n'a jamais rien fait historiquement pour sauver son pays, alors que ses idées, les idées nationales, avaient la capacité de soulever les faubourgs, les villes, les provinces. Non, il a préféré à s'adresser à une classe traître qui ont bénéficié. Ça finit par apparaître comme un discours de classe et il s'est laissé aller à certains moments à des réflexions. Racisme de classe. Voilà. Bon, moi je retiens pas le terme racisme, je trouve que c'est quelque chose de très précis, mais en tout cas une haine de classe. Ou en tout cas justement, ce que j'en peux, c'est que c'est très précis parce que justement la classe sociale n'est pas simplement un phénomène social strictement et économique, mais passe effectivement dans une vision biologique et ethnique. La discrimination telle qu'elle était vécue par les acteurs de l'antiracisme institutionnel des années 80, a laissé place finalement à une autre forme de ségrégation dont le fondement était tout aussi brutal et qui se portait finalement sur un sujet qui n'était pas seulement social, c'est pas seulement le beauf de Cabu, c'est pas seulement le prolo, hein. C'est le Gaulois, c'est le blanc. Or, ce Gaulois à qui on a piqué son pays a fini par se retourner vers un espace intérieur vierge où enfin il serait respecté pour ce qu'il est et pourrait arpenter les rues avec la même fierté que s'il appartenait à une classe sociale un peu mieux dotée, qui est l'Amérique, où enfin il serait reconnu comme blanc. C'est pour ça qu'il a tendance à s'échapper mentalement et culturellement vers des contrées intellectuelles, à écouter du rap et à s'appeler, comme l'a souligné assez atrocement Zemmour, Jordan, Kevin, Steven, etc. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est pour ça que je parle de racisme de classe. Parce qu'on s'adresse à des gens bien précis, pas seulement des prolos. Oui, moi, ça c'est votre choix, le racisme. Moi je pense qu'on pourrait trouver un autre terme qui convienne le plus, parce
que le racisme a un sens précis. Mais ceci, j'ai beaucoup apprécié justement cette approche nuancée. On peut être même piégé par ce. Moi, j'avoue que ça pourrait être une tendance à laquelle je pourrais me laisser aller, parce que j'ai eu la chance de recevoir, de me doter d'une culture, de référents culturels solides, etc. Et c'est vrai que c'est un phénomène qu'on peut déplorer. On est quand même attaché, aux dimensions d'enracinement culturel, qui sont les nôtres. Et c'est vrai que, parfois, on a tendance à déplorer et parfois même critiquer de manière très très vive, ce phénomène des petits blancs. Ce phénomène, des petits blancs totalement américanisés, totalement rapisés, parfois même qui prennent des tics liés aux populations allogènes qui en fin de compte cohabitent avec ces populations allogènes. Donc c'est vrai que ça permet de relativiser un petit peu ce phénomène et de comprendre qu'en fin de compte, nous avons quand même un devoir d'empathie, de solidarité envers ses compatriotes qui n'ont pas choisi effectivement d'en arriver là, de certaine manière. Donc, alors que c'est vrai que oui, voilà, ces phénomènes un peu nous choquent, mais ce sont en fin de compte des positions qui dérivent qui pourraient dériver d'intellectualisme excessif, quoi, de cette manière. Voilà, il y a l'idéologie, il y a les phénomènes, mais après il y a les réalités, de certaine manière. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans votre ouvrage. La déconnexion d'une certaine droite avec le principe de réalité. Exactement. Effectivement, mais ça, c'est un problème d'ordre démocratique, parce que la bourgeoisie est par définition coupée du principe de réalité, parce que c'est moyens financiers... Moi, je me renvoyais aussi à moi-même, voilà, me disant, effectivement, j'étais un peu coupé de cette... Enfin, je la vois aussi se déployer dans mon cadre professionnel, mais enfin, je suis pas si coupé que ça. Mais prenez dans la figure quand même au quotidien, dans votre activité et dans votre. Voilà. Donc mais quand même, je trouve que c'est méritoire de rappeler cette réalité aussi qu'une certaine posture que l'on peut qualifier, qui se qualifie elle-même de droite, a tendance à pousser par son culte de l'injustice et sa rupture avec les principes fondamentaux érigés par notre magnifique devise qui est liberté peut-être, égalité certainement, mais fraternité surtout, qui est une notion quand même organique, qui nuance le caractère... Qui est la notion la plus sympathique pour nous. Ça a tendance à balancer cette jeunesse en déshérence mécaniquement vers le gauchisme. Vous voyez comme Zemmour a eu maille à partir avec des gens sur lesquels le constat était globalement partagé et surtout vécu au quotidien, et que sur des petits détails picrocolins de petits bourgeois a pu se les mettre à dos quand même sur pas grand-chose, parce qu'il n'a pas pu dissimuler son mépris de classe et sa morgue envers ces gens qui ont le malheur de s'être américanisés. Mais ça, c'est normal, nous ne sommes plus un pays souverain. Un Français, c'est quelqu'un sur son sol... dont la terre est irriguée par le sang de ses morts. Si on veut parler de souveraineté culturelle, quoi. Souveraineté culturelle, oui. Voilà, je me rappelle, c'est un ouvrage d'Henri Gobard qui avait justement été publié par la Nouvelle Droite au début des années 70, la guerre culturelle déjà. Voilà, on noté ce phénomène, en fait, de compte d'aliénation donc culturelle, mais effectivement, la droite aussi n'a, à cette époque-là, à part cette sensibilité qui est la mienne, qui a été développée au sein de la dite Nouvelle Droite, donc dénommée comme telle à la fin des années 70, avait mis en avant justement cette nécessité de porter le combat sur ce plan-là. On n'a pas été suivi par la droite de gouvernement, par les différents partis à l'époque qui se partageaient la clientèle électorale, mais effectivement, aujourd'hui, on récolte les fruits avariés de l'absence d'un véritable combat. Même De Gaulle n'avait pas compris ça. En ayant déjà laissé le champ libre, au gauchisme, au paragauchisme, au proto-gauchisme, dans de multiples corps de l'État, il n'avait pas compris la nécessité du combat culturel. Donc nous a émancipés politiquement et militairement d'une certaine tutelle américaine. En nous donnant les outils institutionnels nécessaires à la possible restauration de l'État. De l'État, mais voilà. Moyens qui ont été détournés par notre classe dominante. Voilà, mais on ne pouvait pas se cantonner à l'État. Voilà. Et une part de l'essentiel, c'est-à-dire ce qui, en fin de compte, comme nous l'avons dit jusqu'ici, mais génère, en fin de compte, les profils anthropologiques de nos contemporains et la transmission qui doit être associée, n'ont pas suivi, quoi, de cette manière. Et aujourd'hui, on atteint un peu l'acmé de ce nihilisme, de cette aliénation culturelle. Et on en vient justement, en fin de compte, à réagir sur un mode instinctif, pulsionnel, de survie.
Hors micro, nous parlions justement de cette nouvelle génération de militants qui sont nés en fait de compte dans ce monde, quoi, dans ce chaos, m'ôter les mots de la bouche, et qui, en fin de compte, n'ont pas bénéficié de la possibilité ou de la volonté de faire ce travail de ressourcement culturel qui est celui de ma génération et de celles qui ont suivi, et qui parfois vont tomber dans des écueils, voilà, ou des insuffisances concernant leurs références, et qui impliquent bien sûr des comportements, avec aussi cette incapacité à voir au-delà, c'est-à-dire à se dire mais bon, je devrais quand même aller un peu au-delà, je devrais quand même peut-être réfléchir davantage sur des choix liés à des fréquentations, à des auteurs dont je me réclame, et puis bien sûr de toutes les actions qui en découlent, quoi. Effectivement, moi je suis né en 86, donc je suis vraiment à la limite. Moi j'ai la mémoire encore très vive de ce que c'est que de vivre dans un pays, dans un vrai pays, avec des frontières et une monnaie. Je l'ai jamais oublié. J'ai vu le monde se dénaturer sous mes yeux. J'ai des souvenirs très prégnants de la transformation même physiologique du paysage qui m'entourait. J'ai vu pousser des phénomènes qui ont dénaturé, qui ont dépersonnalisé, qui m'ont dépossédé de mon territoire. Mais cette jeunesse, elle, a grandi dans un contexte colonial. Je veux dire, avec un État qui s'est dérobé de ses responsabilités et qui a fini par traiter ses citoyens non plus comme des sujets sociaux et culturels, mais comme des administrés seulement, et dans un contexte d'invasion migratoire qui est là pour faire précisément ce que notre élite a voulu en faire, c'est-à-dire nous déménager physiquement de nos terres, de nos banlieues. Il faut savoir que le vote Front National dans les années 1980 est apparu très fortement en région parisienne. Phénomène qui n'existe plus parce que la population, pour reprendre un terme en vogue à droite, a été chassée de la capitale et de sa banlieue. Aujourd'hui, les derniers Français qui vivent encore dans cette imprégnation culturelle, multiraciale, multiethnique, avec des populations de toutes les origines, de tous les systèmes familiaux, qui importent d'ailleurs leurs systèmes familiaux et qui influencent, qui par mimétisme culturel et religieux, ont tendance à faire une pression sélective terrible sur les derniers Français de souche, dont l'existence est même niée. Aujourd'hui, on nous dit qu'un Français de souche, ça n'existe pas. On nous parle d'ailleurs, et j'ai tendance à critiquer ça, d'Européens, qui bien sûr existent. L'Europe existe en tant que civilisation entre faits anthropologiques et culturels. C'est synonyme de blanc, c'est synonyme de blanc, c'est synonyme de caucasien, comme on dit dans l'espace anglo-saxon. Avant d'être un caucasien, avant d'être un blanc, je suis un Français. Et mon identité ethnique et culturelle est niée à la fois par nos élites, aussi par une partie de la droite qui a tendance à emboîter le pas par politiquement correct et parce qu'elle n'ose plus se revendiquer de la France éternelle. La jeunesse qui vit dans ce contexte-là n'a plus aucun repère parce qu'elle a été dénationalisée, et en plus elle vit une pression terrible d'une immigration agressive qui la pousse à raser les murs et à adopter des comportements d'autodéfense. On voit beaucoup de conversions, effectivement, on le disait hors antenne, au catholicisme, mais qui sont des conversions mimétiques à un catholicisme dénaturé, superstitieux, identitaire, qui n'est plus le catholicisme de nos ancêtres et qui apparaît strictement en miroir de l'islam conquérant et revendicateur de leurs voisins. Donc c'est un catholicisme immunitaire, en quelque sorte, mais ça ne forme pas une identité. Oui, c'est un catholicisme réactif, qui reflète aussi les tendances sociétales qui ont été en cours depuis déjà des décennies. C'est un catholicisme à la carte, qui est un catholicisme de survie, comme vous dites, mimétique, parce qu'en fait de compte, face à la bannière de l'islam, c'est plus commode. C'est une certaine facilité d'agiter la bannière catholique, nonobstant ce qui est devenu aujourd'hui l'Église. Oui, en plus on parle beaucoup de Vatican II et du tournant progressiste de l'Église, mais ce dont on a beaucoup moins parlé, c'est un concept que j'ai développé dans mon ouvrage, c'est la déseuropéanisation de l'Église catholique.
C'est-à-dire que les gros bataillons de croyants, un peu comme pour l'électorat de la France insoumise, n'est plus du tout à rechercher dans les populations résiduelles, chenues, vieillissantes du continent européen. L'Église catholique a complètement abandonné l'Europe. Maintenant, elles sont à chercher dans les populations du tiers-monde, de l'Afrique subsaharienne, d'Amérique latine, du Sud, voilà, qui sont plus ferventes, plus croyantes, plus superstitieuses, plus fidèles aux dogmes et naturellement beaucoup plus nombreuses, aussi du fait de leur natalité galopante et pléthorique. Aujourd'hui, ces catholiques identitaires sont face à la fois à une pression sélective liée à l'immigration et en plus à l'abandon d'une église catholique qui a décidé de les sacrifier aussi. Donc nous sommes seuls contre tous, nous avons assez peu de repères, nous avons la nécessité de nous reconstruire justement un schéma intellectuel et la droite qui, pour certains, des éditorialistes et des personnalités en vogue font preuve d'un très grand courage physique qu'il faut saluer parce qu'il faut savoir ce que c'est que d'être de droite aujourd'hui. Oui. On peut critiquer les petits jeunes qui interviennent sur Frontières, voire sur CNews, parce que ce sont des petits bourgeois diplômés, voilà. Ils ont une espèce parfois de mépris de classe, effectivement, où il est difficile pour les gens un peu normaux de s'identifier à ça. Ils traitent de thématiques qui, pour la plupart, ne concernent pas, notamment certains grands conflits internationaux, l'essentiel quotidien du peuple français. En revanche, leurs positions les rendent pour la plupart inembauchables, donc ils sont quand même bien obligés de se fabriquer un écosystème. Ils sont très exposés à la violence gauchiste. On le voit quotidiennement. Ils peuvent se faire agresser dans la rue sans aucune pitié, d'autant plus que l'État ne va pas prendre leur défense. L'État est contre nous. La justice est contre nous, les institutions sont contre nous. Donc, et on le voit en plus dans d'autres pays européens où c'est encore plus poussé. On voit en Allemagne, par exemple. Où il y a carrément ces gens. Un pays que je connais bien. Le Royaume-Uni, n'en parlons pas. On est vraiment dans l'anarcho-tyrannie chère à Samuel Francis. Et on y vient nous aussi de cette manière, bon, même si d'une manière encore plus feutré, mais ça ne durera sûrement pas. Et puis bon, l'Allemagne, on connaît l'efficacité que mettent les Allemands, de manière presque atavique, à pencher d'un côté comme de l'autre. Donc, on voit effectivement, c'est un phénomène qui est continental, et qui, effectivement, expose toute cette jeune génération. Bon, quelles que soient les petites critiques effectivement constructives que nous pouvons apporter, bon, il y a un véritable courage physique. Et des risques qui sont réels, qui sont pris. Nonobstant, bon, l'écosystème qu'on essaie de mettre en place, bon, sera un mode protecteur et en fait de compte qui vise à une certaine efficacité. Mais bon. Oui, parce qu'il y a une confiance effectivement dans l'oligarchie que moi personnellement je ne partage pas. Oui. Voilà, mais ça montre aussi que ce travail d'élaboration idéologique et doctrinale, bon, qu'ont fait les générations précédentes et auquel j'ai eu la chance de me raccrocher et de me former, de me construire, je n'aime pas ce mot, mais en tout cas d'édifier ma personnalité. Bon, voilà, c'est je crois le devoir de notre génération de sensibiliser nos plus jeunes à cette nécessité, d'y voir clair, et pour acquérir justement une lucidité, une pertinence dans les actions entreprises, il importe aussi de pousser plus loin, voilà, des fois l'analyse de certains phénomènes pour leur permettre d'éviter des écueils, des erreurs, voilà, puisqu'il faut respecter un certain ordre naturel aussi, voilà. Et des hiérarchies naturelles. Et ça, c'est pas évident. Parce que dans une époque très égalitaire, parce que l'anthropologie gauchiste a quand même un petit peu contaminé complètement, la droite, ce que j'allais vous dire. Voilà, effectivement, ils réagissent comme beaucoup de jeunes de leur époque, donc, ça c'est les vieux cons, non, nous, on sait ce qu'il faut faire, bon, voilà, on est branchés, on est dans l'immédiateté des fois, on a le sentiment d'avoir raison, donc c'est vrai que il y a un petit problème parfois de transmission, et puis de respect des hiérarchies naturelles, liées à nos générations. Je peux le ressentir parfois, même si c'est jamais vraiment frontal ou violent, mais c'est présent, quoi. Voilà. C'est en sourdine, mais malheureusement, cette transmission ne se fait plus toujours comme elle a pu se faire, moi, par rapport à mes aînés, en particulier, et par rapport aux premières générations que j'ai pu former en tant que, métapoliticien de terrain, si je puis dire, en tout cas des veilleurs, c'est comme je me suis toujours voulu l'être. Et j'ai vu ce basculement s'opérer à partir des années 2010. Bon, déjà, encore, années 90, ça passe à peu près. Génération de première décennie 2000, voilà, au moins jusqu'en 2000, au milieu des années 2000.
ça allait un petit peu. Après, bon, voilà, à la fois au niveau du contenu de ce qu'il y avait à transmettre, où il a fallu sabrer, parce qu'il n'y avait plus les référents culturels, il n'y avait plus la culture qui suivait. Et puis après, là, au niveau des personnalités, des tempéraments, et de cette anthropologie qui s'est manifestée, on voit effectivement qu'il n'échappe pas. Et peut-être Après, aussi, si je peux me permettre, que nos aînés se sont énormément concentrés sur le combat des idées, le combat intellectuel, la formation des cadres, des consciences, mais ont un petit peu négligé leur implantation et leur enracinement à l'intérieur de ce que Gramsci appelait la société civile. Mais C'est-à-dire Gramsci les a été syndicats. mal lu. On en combien aujourd'hui? Bon, la nouvelle droite, qui est un petit peu mon alma mater, donc, a beaucoup développé ce Gramsci, le Gramsci de droite des années 80, mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'on l'avait lu assez superficiellement. Des travaux ont été faits. Ouais. Si je ne m'abuse, Alain de Benoît a sorti un texte en 1975 pour un gramschisme de droite. C'était un peu après, mais peu importe. C'était un colloque du Grèce au début des années 80. Mais vous voyez, très récemment, dans le cadre de l'Institut Iliade, qui est aujourd'hui une structure qui est en partie héritière justement de ce courant nouvelle droite, comme je le démontre très prochainement dans une émission sur un ouvrage qui est sorti très récemment d'un vieil ami. Donc on a fait une lecture superficielle et est paru très récemment l'ouvrage d'un Allemand, d'une des figures les plus porteuses, les plus prometteuses on pourrait qualifier de nouvelle droite allemande, qui s'appelle Benit Kaiser, et qui lui a vraiment, dans cet ouvrage, effectué une lecture profonde et pertinente de ce que Gramsci, en fin de compte, nous disait. Et de quoi il nous prévenait pour justement faire en sorte que cette guerre culturelle soit opérante, quoi, au sein d'une majorité de nos compatriotes. Et pour ça, quoi. il faudra s'implanter très solidement dans la société civile, y compris dans le monde professionnel, puisque je suis quand même assez étonné de la manière dont la droite, qui est pourtant portée par un électorat de travailleurs, d'ouvriers, de travailleurs pauvres des secteurs publics et privés, a complètement abandonné la thématique du travail et a laissé le monde syndical intégralement se faire subvertir et avaler par une espèce de gauche progressiste anticapitaliste qui appelle à l'ouverture intégrale des frontières et à l'accueil des migrants. Il y a des situations absolument schizophréniques qui sont vécues par l'électorat Front National qui met discrètement son bulletin nationaliste dans l'urne tout en devant, pour la plupart, cotiser dans des syndicats antinationaux comme la CGT, la CFDT. De Gaulle avait tenté, à un moment donné, l'expérience d'Action ouvrière qui a été un syndicat gaulliste sous la 4ème République et qui a tenté Oui, de s'imposer. Il y avait la théorie de la participation, donc il y a eu effectivement la volonté, mais bon malheureusement qui n'a pas abouti, d'instaurer une sorte de troisième voie, donc à la fois économique et surtout à destination justement du monde ouvrier. Du monde des travailleurs, ça n'a pas été suivi des faits. Et puis à cause de l'aggiornamento de la droite avec le pognon qui est relativement récent, mais qui a été fatal à tout ça. Parce que la théorie de la participation, de l'association capital-travail, est finalement peut-être le dernier moyen systémique que nous aurions de sauver la cohésion sociale, puisque ça part d'une réflexion très profonde chez le général de Gaulle, qui était un fin connaisseur du socialisme des origines et des mouvements du 19e siècle syndicalistes révolutionnaires, qui avait identifié que toutes les grandes révoltes ouvrières avaient été en premier lieu des révoltes contre la modernité. Le patronat de l'époque a préféré avoir recours à l'immigration massive plutôt qu'à moderniser son outil de production, et a refusé de faire entrer les classes populaires et les classes laborieuses au conseil d'administration des grandes entreprises qui auraient pu, de cette manière d'ailleurs, être réenracinées et préserver des délocalisations et autres phénomènes délétères. Oui, d'une vision positive de la cogestion. Ils auraient pu également être détournés du gauchisme, qui est l'un des phénomènes de masse qui a accompagné la désindustrialisation. Puisque quand on n'est plus enrégimenté dans un régime de production, mais qu'on est passé dans une société de loisirs, de crédit, finalement, tout ce qui nous reste, c'est notre temps et notre utopie. Et je pense que la droite a échoué
à produire une utopie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gauchisme n'est pas seulement un renoncement, mais un désir de puissance qui a la spécificité de s'exercer dans un sens qui est contraire à celui de la civilisation. Voilà. Et je pense que nous ne pouvons exercer face à ça, nous ne pouvons combattre cette force tellurique d'une extraordinaire puissance que par un champ de force d'une puissance à peu près égale à celle-là. Voilà, et qui ne s'appuie pas sur le ressentiment, la dégénérescence et la déconstruction. C'est sur ces mots que nous allons arrêter notre propos de ce jour concernant votre ouvrage, mon cher Nicolas, dont je rappelle à nos auditeurs les références. Comprendre le gauchisme, par Nicolas Lebeau, aux éditions de la Reine Rouge, pour la modique somme de 22,90 € qu'on peut se procurer sur votre site ou dans certaines trop rares librairies ou sur des plateformes de vente. Très rapidement, au pied levé, donc mes deux chroniques du jour. Alors un ouvrage dont nous avons déjà parlé hors micro, c'est la réédition bienvenue d'un ouvrage qui aujourd'hui apparaît comme véritablement visionnaire et prophétique. Le premier ouvrage qui avait été signé par Guillaume Faye en 1981 s'intitulait « Le système a tué les peuples ». Donc cet ouvrage a été réédité en Italie, mais dans sa version originale, ainsi que une traduction italienne et anglaise, donc par les éditions Moira, avec une introduction de Stefano Vai. Stefano Vai que j'avais reçu ici dans ce studio et qui est un vieil ami et voire disciple de Guillaume Faye. Donc l'ouvrage, voilà, est à nouveau disponible pour la somme de 21,10 €. C'est le premier grand ouvrage de Guillaume Faye, ce que je qualifie de jeune Guillaume Faye, c'est-à-dire celui dont les écrits ont été les plus porteurs à mon sens, nonobstant l'intérêt de ces ouvrages les plus tardifs, dont l'Archéofuturisme en 1998, la colonisation de l'Europe en 1999 et Pourquoi nous combattons en 2001. Mais là, on est vraiment dans cet ouvrage qui à l'époque a fait du bruit et qui marquait le tournant anti-occidental, ou devrais-je dire post-occidental de la nouvelle droite. Après d'ailleurs la couverture d'un numéro de la revue Éléments qui avait fait du bruit à l'époque pour en finir la civilisation occidentale, avec un sens bien sûr différent de celui qui pourrait apparaître aujourd'hui, notamment aux yeux de la plus jeune génération. Le deuxième ouvrage que je voudrais signaler, pour terminer cette émission, c'est celui de Franck Bulleux. Donc Franck Bulleux qui est chargé de cours dans l'enseignement supérieur en classe préparatoire, donc il avait déjà sorti plusieurs ouvrages dans le cadre de la Société des écrivains normands, vient de publier chez l'Harmattan un ouvrage aussi d'une grande actualité concernant les nouvelles formes de conflits qui aujourd'hui se déploient sur notre planète. Un ouvrage intitulé « La guerre à l'heure du cyber », donc du cyber, donc préfacé par Emmanuel Collier. Donc là, c'est une analyse très complète de ce phénomène d'une nouvelle forme de guerre. On voit que la guerre a muté depuis plus d'une décennie. On la voit aussi se métamorphoser après le 22 février 2022, cette guerre généralisée qui a été déclenchée contre l'Ukraine. Donc on a la guerre des drones, mais on a aussi une cyberguerre qui montre que sous un niveau de conflictualité à l'ancienne, peuvent se développer des formes d'agression dont nous devons nous prévenir. Donc cet ouvrage analyse les nouveaux espaces de confrontation, la vulnérabilité des fondements de l'État face aux cybermenaces et la réponse étatique qui doit être apportée dans ce nouveau domaine opérationnel. Voilà, donc un ouvrage de 140 pages qui va à l'essentiel et qui permet de nous sensibiliser à cette donnée. Je rappelle également, pour terminer, les deux autres ouvrages que vous avez précédemment publiés et qui mériteraient, en tout cas, au moins pour l'un d'entre eux, sinon pour les deux, une émission entière, question à étudier. Nous en reparlerons. Donc, votre gros roman intitulé « Une jeunesse d'Europe », et dans lequel, d'ailleurs, je me plongerai, comme je l'ai dit, dans les semaines à venir, et qui, je pense, prolongera la réflexion qui a été la nôtre aujourd'hui. Donc, « Une jeunesse d'Europe », toujours aux éditions de la Reine Rouge, et votre premier ouvrage, Le transhumanisme, stade terminal du capitalisme. Voilà, donc là aussi une question que j'avais pu aborder, d'ailleurs à propos de laquelle nous pourrions aussi débattre sur des points précis. Donc le transhumanisme, stade terminal du capitalisme, toujours par Nicolas Lebeau, donc aux éditions de la Reine Rouge. Il nous reste 2 minutes. Un mot de la fin, mon cher Nicolas, des projets éventuels d'écriture ou de... J'ai oublié de le préciser au début de l'émission, depuis une date très récente,
le directeur d'un nouveau blog qui s'appelle Anthropologie négative sur Substack. Il est accessible directement à partir de la page d'accueil de mon site www.nicolaslebo.com. Donc c'est un blog sur lequel je reviendrai sur des phénomènes sociaux et anthropologiques très précis, sur lesquels je ne pourrais pas consacrer véritablement de livres. Je vais essayer d'expliquer sur ce blog comment on a progressivement détruit notre peuple. Je pars du postulat que le constat qui a été fait par les générations précédentes des différentes forces dissolvantes qui se sont exercées sur lui ont finalement été accomplis, et je voudrais partir d'un constat assez profond sur la manière dont ils sont pas revenus à la fin, c'est-à-dire nous décomposer, nous dissoudre et nous anéantir. Donc ce constat nous permettra peut-être de nous en relever, si tant est que cela est possible, mais en tout cas, ce sera exploré sur les différents articles. Le premier article que je viens de publier est sur la sécession, qui je pense est le phénomène majeur de notre époque. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour ces précisions. Je renvoie nos auditeurs vers ce blog. Je vous remercie de votre présence. Merci et je donne infiniment, rendez-vous Pascal. à nos auditeurs pour de prochaines aventures métapolitiques. Au revoir.